On est parti donc pour nos 2 heures de débat avec nos 4 invités que je vais vous présenter. Nadejda Kutepova, réfugiée politique russe, membre de l'association Russie Liberté. Bienvenue à vous sur LCI. De l'autre côté, Pierre Laurin, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Vous êtes l'auteur de L'Ukraine, une histoire entre deux destins aux éditions Bartilla. Également autour de la table, Ulrich Bouna. Vous êtes analyste géopolitique Europe centrale et l'Est. Votre livre, c'est La guerre hybride en Ukraine. Quelle perspective aux éditions du Cygne. Et puis, va nous rejoindre dans un instant Masha Kondakova. Elle est là, réalisatrice ukrainienne du documentaire Inner Wars. Merci à tous les 4 d'être là pour nous donner vos lumières, vos éclairages sur cette actualité qui tourne encore beaucoup aujourd'hui sur ce qui s'est passé dans cette prison et beaucoup de questions qui demeurent. On parlera également des livraisons et de ces cargos de céréales qui vont bien finir par quitter les ports du Sud autour d'Odessa. Et on parlera de toute cette actualité Ukraine-Russie, évidemment, qui nous intéresse beaucoup et qui nous pose beaucoup de questions. Qui a tiré sur la prison d'Olenivka? Des prisonniers ukrainiens s'y trouvaient, ça on en est certain. Les Russes et les Ukrainiens s'accusent mutuellement ce soir, cet après-midi. Crime délibéré, crime de masse, dit Volodymyr Zelensky, sabotage, disent les Russes. Même les bilans divergent, 40, 50 morts. Il y a quelque chose comme une guerre de communication qui s'engage. On a énormément de questions donc à se poser. D'abord, ce qu'on sait des faits. Kevin Elias. Sur ces images fournies par la télévision russe, les débris encore fumants de la prison. Ce centre pénitentiaire détenait des prisonniers de guerre ukrainiens et notamment des combattantes de l'usine Azovstal de Mariupol. C'est un crime de guerre russe délibéré, un meurtre de masse délibéré de prisonniers de guerre ukrainiens. Il devrait y avoir une reconnaissance juridique claire de la Russie en tant qu'État sponsor du terrorisme. L'attaque a eu lieu tôt dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que les prisonniers dormaient. Selon Kiev, le bombardement de cette prison située en territoire pro-russe aurait fait 50 morts. Dans un premier temps, Moscou avait accusé l'Ukraine d'être à l'origine du tir en utilisant un lance-roquettes HIMARS fourni par les États-Unis. Cette provocation scandaleuse vise à effrayer les soldats ukrainiens et à les dissuader de se rendre. Selon les renseignements ukrainiens, la division Wagner pourrait être à l'origine de l'attaque, sans coordination avec le ministère russe de la Défense. Dans cette histoire, et puis je vais vous donner la parole évidemment, la chronologie a peut-être son importance. Je vous livre juste la façon dont l'information est arrivée à la presse. Ce sont les Russes qui l'annoncent hier en premier. La dépêche urgente de l'AFP tombe à 10h21. La réaction ukrainienne, 2 heures plus tard, 12h35, pour démentir et affirmer ne pas avoir, l'Ukraine qui affirme ne pas avoir visé elle-même. Quelle lecture? On va s'efforcer d'être prudents, tous. Mais quelle lecture vous faites? Je commence par vous, Nadejda Kutepova. Pour moi, en tant que Russe, en tant que juriste russe, c'est le parti russe qui a tiré et c'est l'arme russe qui est coupable dans ce cas-là. Je vous explique pourquoi. Tout d'abord, mon premier point, c'est toujours que la vie humaine ne coûte rien pour Vladimir Poutine. Et je voudrais vous rappeler 5 événements qui ont passé pendant le règne de Vladimir Poutine en Russie. Et dans ces 5 fois, soit ces citoyens russes qui ont été attaqués, soit directement, soit indirectement par l'autorité russe, soit des étrangers. Le premier cas, c'est l'année 2000, sous-marin Kursk. Les soldats marins, ils n'ont pas reçu l'aide, c'est pourquoi ils ont été morts tous. Deuxième cas, c'est Dubrovka. Non, deuxième cas, mais peut-être c'est le premier cas, bombardement des appartements à Moscou. C'est août 99 où 2 appartements ont été explosés et c'était prouvé par des journalistes indépendants que c'était le trace de FSB dans ce cas-là. Et en plus, troisième cas, en Bretagne, où les habitants ont été vigilants, ils n'ont pas permis cette explosion. Troisième cas, c'est Dubrovka, le théâtre où des téléspectateurs ont été poisonnés par les forces spéciales russes. Alors, on peut énumérer beaucoup d'exemples, mais en quoi tout ça valide pour vous la piste russe sur ce cas présent?
Il faut d'abord dire c'est pas nous, c'est pas nous. C'est toujours la partie russe qui fait une provocation. Il commence toujours à dire c'est pas à nous, c'est pas nous qui sommes ni fautifs ni coupables. C'est les méthodes russes, je dirais. Ce que Mme Koutiepova vient de dire, c'est des effets qui ont été prouvés officiellement. Ça veut dire que ça montre les exemples de méthodes russes, parce que s'ils s'en foutent et s'ils ont peur qu'il y a une information qui peut faire, c'est pour ça par exemple qu'à Kursk, ils n'ont pas donné à ces sous-marins l'aide, parce qu'il y avait les Norvégiens qui ont proposé de sauver les soldats, ils ont dit non, c'est mieux que les gens meurent pour ne pas partager les secrets de sous-marins russes. Donc, par exemple, ça c'est que des effets sur lesquels on peut analyser. C'est l'avion qui a été frappé en juillet 2014. C'est 300 morts, c'est encore pas nous. Le cas de Ruthénium 2007, toute l'Europe est contaminée, la Russie, c'est pas nous. Et très important aussi, je pense que c'est une provocation pour arrêter ou diminuer l'aide des armements, parce qu'ils accusent que c'était HIMARS, qui a été une missile de HIMARS. Mais encore une fois, c'est une mise en scène. Pour moi, en tout cas, je suis persuadée que c'est une autre mise en scène qui a été mise en place sur le territoire occupé par les Russes. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le territoire ukrainien, donc c'est occupé par les Russes. Pour l'instant, on n'a pas même des armes qui peuvent tirer si loin. Et HIMARS, c'est un abusier qui est très, très, très précis quand on tire. Donc, on doit savoir. Ici, encore une fois, je pense que c'est la provocation pour diminuer ou mettre en vigilance les armements de l'Ukraine. Donc ça veut dire que c'est les propagandes russes. Mais moi aussi, je vois la vengeance. On va donner la parole. On va donner la parole à tout le monde, bien entendu. Votre regard à vous, Pierre Laurin. Je rappelais, il y a la chronologie. Il faut faire la différence entre la propagande et la réalité. C'est toute la difficulté, là, précisément. Excusez-moi, mais on est dans la propagande. Ukrainienne. En ce qui concerne les différents cas, le Kursk, etc., il y a des versions contradictoires faites également par des journalistes indépendants. J'ai travaillé moi-même en 2000 sur le problème du Kursk, et ce n'est pas ce que ces dames disent. Ensuite, c'est autre chose. C'est quoi, Nous, on dit les effets. Qu'est-ce que c'est selon vous? Ça va rebondir. Il n'y avait pas à ce moment-là, même par les Norvégiens, possibilité de descendre avec il n'y avait que les Américains qui disposaient d'un système de secours qui pouvait descendre à 100 mètres. Or, hélas, il fallait beaucoup plus de temps que ce qui était... Ça veut dire que les vies de jaunes ne coûtent rien par rapport de... Non, pas du tout. C'est que lorsque vous avez des gens qui sont dans une situation où on ne peut pas les secourir dans les temps indiqués, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez danser sur place, c'est tout. Un avis. Deuxième avis était qu'il pouvait. Je crois que le deuxième avis, c'était plutôt de la propagande. Mais là, on est loin du sujet. Là, le sujet, c'est quoi? Vous abusez de votre propagande, je pense. Une prison qui a été bombardée. Les Russes disent par les Ukrainiens disent par les Russes. La logique de l'affaire, c'est de voir qui étaient les prisonniers. Les prisonniers, c'était des gens, en particulier des militaires du régiment Azov, qui étaient d'une valeur inestimable pour les Russes. Je vais vous interrompre parce que on va écouter Suzanne Prez sur ce sujet dans une petite minute, parce que il reste manifestement des questions, y compris sur ce point-là, et je vous demanderai... dès qu'on aura retrouvé Suzanne Prez, qui va pas tarder, votre sentiment, puisque pour vous ça a l'air d'être un fait établi. C'est pas forcément totalement évident, Suzanne. C'est pas si clair. Qui sont réellement ces détenus ukrainiens? C'est une chose avérée, mais plus précisément. C'est là toute la question. Moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est vous situer où est-ce que cela se trouve précisément, Olenivka. Alors, c'est juste ici, vous le voyez dans cette zone. Vous voyez, c'est un territoire qui est occupé par les pro-russes. Alors, pour vous montrer une petite image de cette prison, vous la voyez juste ici. C'est cette prison qui a été frappée justement vendredi matin par des tirs dont on ignore pour l'instant l'origine ni la cible. On sait en tout cas, c'est que nous avons des images envoyées, diffusées par la télévision publique
russe. Alors vous le voyez, ce sont des carcasses d'armement devant la prison, mais on a également des images de bâtiments entiers carbonisés, vous le voyez, avec des armatures en fer qui s'apparentent à des armatures de lits, puis également, vous le verrez, des images floutées qui correspondent peut-être à des corps qui ont été floutés par la télévision publique russe. Alors en tout cas, ces images, ce qu'elles ne disent pas, c'est combien de victimes. Les Russes nous disent 53 prisonniers ont été tués, 75 ont été blessés. Qui sont-ils ? Eh bien, c'est là toute la question et auquel on ne sait pas encore mettre de mots ni de réponses parce qu'on a très peu d'informations sur cela. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que dans cette prison, il y avait effectivement beaucoup de militaires ukrainiens détenus et on ignore qui sont-ils et d'où viennent-ils. Ce que nous disent en tout cas la version russe, c'est que ce sont des prisonniers du régiment Azov. Et vous le voyez justement, les forces ukrainiennes ont tiré sur la prison où sont détenus les membres du bataillon Azov, utilisant des projectiles américains du système HIMARS. Alors pour vous rappeler, le bataillon Azov, ce sont ces fameuses images, vous vous rappelez peut-être pas, ce sont des images qui datent du mois de mai, lorsque ces soldats, dernier bataillon de défense à Mariupol, s'étaient retranchés dans cette usine d'Azovstal et justement ils s'étaient rendus parce que la ville était encerclée. Donc ces images de ce bataillon, il y avait 2500 combattants qui s'étaient rendus à l'armée russe à ce moment-là en mai. Moscou avait fait savoir qu'ils seraient incarcérés justement dans la dite prison dont je vous parlais au tout début il y a quelques instants. Alors justement, impossible de vérifier cela parce que version ukrainienne, ce n'est pas la même chose. Ces militaires ukrainiens étaient détenus. On ne sait pas si ce sont des prisonniers d'Azovstal, on ne sait pas qui ils sont réellement. L'Ukraine nous dit que ce sont des militaires ukrainiens détenus. On n'en sait pas plus. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que l'état-major ukrainien nous dit qu'il s'agit d'accuser l'Ukraine d'avoir commis des crimes de guerre et de camoufler des tortures de prisonniers et d'exécutions qui se seraient perpétrées dans cette prison. L'Union européenne, elle, tranche et condamne fermement. Ce sont des actes inhumains et barbares qui pourraient s'apparenter effectivement à des crimes de guerre. Merci Suzanne Prez, Pierre Laurent, et puis ensuite je viens vers vous, Ulrich Buna. C'est important de savoir, ce régiment Azov, c'est quelque chose de très particulier qui faisait l'objet d'un échange, d'un accord d'échange de prisonniers, etc. Pas encore. D'un engagement. Ouais. Au moment de la sortie. Certains, pas tous. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de militaires, les blessés, qui étaient échangeables. Les autres ne l'étaient pas. Bon, en tout cas, il y avait une forme d'engagement. Alors, quel intérêt auraient les Ukrainiens à bombarder cette prison avec leurs détenus à l'intérieur ? La question, ce n'est pas quels intérêts avaient les uns ou les autres. La réalité, c'est qu'il s'est produit quelque chose qui ne correspond pas à une logique normale. Mais je cherche à comprendre votre logique. En ce qui concerne les Ukrainiens, ils ont peut-être intérêt à faire taire des gens qui ne présentent pas, peut-être du point de vue occidental, le profil idéal pour des combattants ukrainiens. Ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire, si vous voyez l'article du Monde d'aujourd'hui, il est illustré par une photo de l'enterrement d'un militaire d'Azov, Lvov, avec les drapeaux derrière. Les drapeaux sont significatifs parce qu'ils représentent le symbole de la division SS Das Reich, c'est-à-dire la Wolfangel. Les combattants d'Azov sont très marqués politiquement, même si on prétend le contraire. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu... Ils sont partie officielle de l'armée ukrainienne. Je voudrais qu'on entende Ulrich Buna. Excuse-moi, juste pour comprendre qu'encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a les groupes Wagner qui est néo-nazi. Alors, on parle... qui circulent sur le territoire ukrainien. C'est une des hypothèses. Ulrich Buna. Je vais juste prendre la parole 2 minutes. Déjà, d'une part, pour répondre sur le bataillon Azov, c'est beaucoup plus compliqué que ça, je pense que vous le savez. J'en suis sûr que c'est et effectivement, il y a... Non, permettez quand même. Voilà. Donc, effectivement, à sa création, oui, effectivement, il y avait des éléments néo-nazis. Il y en a encore quelques reliquats, c'est vrai, mais l'écrasante majorité du bataillon Azov n'est plus néo-nazi, beaucoup moins qu'avant. Nationaliste, certainement néo-nazi, pas du tout. Premier point. Deuxième point concernant le bombardement qui s'est produit, il y a quand même, alors effectivement, on ne peut pas postuler de façon certaine puisqu'il faudrait une enquête, néanmoins il y a quand même 2-3 éléments qui incitent à penser que c'est probablement une action perpétrée par la Russie. Tout d'abord, en fait, dans le schéma
de propagation de l'information. On retrouve ce qui s'est passé en 2014 lorsqu'ils ont abattu l'avion de la Malaysian Airlines, c'est-à-dire que ce sont les agences de presse de la DNR, donc de la République séparatiste de Donetsk, qui ont sorti les informations les premiers, repris en boucle par les médias russes, et donc en fait cette boucle en fait de propagande on la connaît. Deuxième point, dans les toutes premières informations qui sont sorties de la part des séparatistes, une porte-parole des séparatistes, je ne sais plus laquelle, a donné l'information selon laquelle aucun gardien russe, ou enfin en tout cas gardien de prisonniers russes ou séparatistes, n'avait touché dans cette frappe. C'est ombudsman de République de Donetsk. Exactement, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Donc en fait, il y a comme qui dirait une incohérence frappante. C'est-à-dire que si effectivement on était sur des gens du bataillon Azov, qui est donc, comme vous le dites, ont une valeur importante aux yeux des Russes, on ne peut pas croire qu'il n'y aurait pas eu un seul gardien sur le site pour s'en occuper. Donc soit effectivement ce n'était pas des soldats du bataillon Azov, soit effectivement on a simplement demandé aux gardiens de partir avant de détruire le bâtiment. Voilà, donc effectivement on peut pas, à mon sens on ne peut pas trancher en l'état actuel des choses, néanmoins il y a quand même un faisceau d'indices qui pour moi indique une responsabilité russe très claire sur ce fait. Mais il y a également des commentaires et des déclarations des autorités de la République autoproclamée de Donetsk, comme quoi il y a eu des morts et des blessés parmi les gardiens. Ce n'est pas du tout ce qu'a dit l'ombudsman qui était sur place. Donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, mais c'est comme en 2014, quand l'avion a été abattu, on avait d'abord des déclarations pour dire on a abattu un avion de transport ukrainien. Puis, quand on s'aperçoit que finalement, en fait, c'est pas tout à fait ce qu'on avait dit, et donc du coup, on s'est trompé. Donc, on sort de nouvelles versions, etc. Sur l'avion en 2014, les choses ne sont toujours pas très claires. Non, c'est inadmissible. Non, c'est inadmissible de dire ça. Il y a le procédure juridique au tribunal. Les choses ne sont toujours pas. Mais enfin, vous plaisantez. Mais vous plaisantez. Il y a eu une enquête qui a été menée. Lorsque la DCA ukrainienne non pas uniquement une enquête. Franchement, c'est inadmissible. En 2010. C'est pas vrai. Vous n'avez pas le droit. Mais vous n'avez pas le droit. Mais regardez. Mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Il y a eu une enquête qui a été menée aux Pays-Bas. Enfin, mais c'est quand même incroyable d'entendre ça. Il y a deux procès juridiques à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une enquête aux Pays-Bas. Pourquoi en ce moment l'enquête aux Pays-Bas n'est toujours pas close? Pourquoi? Au bout de 8 ans. Non, pas du tout. Tous les documents russes ont été évacués. Mais on a retrouvé la trace du missile Buk qui est parti de Kursk jusqu'en Ukraine. Kursk, un missile Buk? Mais oui. Mais non. Mais si, d'un bâtiment. C'est impossible. Mais bien sûr que si. Le missile Buk. Écoutez. Le charge. Non. Il a 10 km. Non. Monsieur, je vous explique. En gros. S'il vous plaît, messieurs. Je vous explique en tant que juriste pourquoi l'enquête n'est pas toujours fermée. Ça veut dire que le droit du Pays-Bas prévoit le cas où le procès continue pendant un délai raisonnable. Et pour une enquête où il y avait 300 victimes avec milliers de proches, membres de famille, l'enquête peut continuer. Si il y a des gens parmi ce groupe de victimes qui se sentent, je ne sais pas, ses droits violés, il peut porter un recours. Il ne le fait pas, ça veut dire que tout va bien. Pour cette enquête, il continuait. Et c'est le parti russe qui est accusé. Et juste, en fait, il y a eu... La question... Attendez, Pierre-Laurent, je vous donne la parole juste après. Oui. Juste pour rentrer un peu plus dans les détails, puisque visiblement, il faut mettre les points sur les i. En fait, en gros, il y a eu des enquêtes qui ont été menées par notamment Bellingcat, en fait, où ils ont réussi à retracer le parcours du lanceur de missiles qui est parti d'un bataillon de Kursk pour aller jusque dans le Donbass. Il a tiré son missile, il y a eu donc effectivement une erreur. L'avion a été abattu et en fait, il y a des photos où on voit le lance-missile partir, arriver en Ukraine, chargé avec l'ensemble des missiles, repartir avec des missiles de moins. Enfin, toutes les preuves sont sur la table. Il n'y a aucune ambiguïté possible. On va s'arrêter sur cette enquête qui est un peu ancienne, mais c'était intéressant. Simplement sur ce cas présent, à chaque fois, manifestement, ça renforce la détermination des Ukrainiens. Alors, encore une fois, sous réserve d'une enquête, est-ce qu'il y aura une enquête ? Il risque d'y avoir une enquête. Là, dans les territoires que l'on appelle occupés, il y a eu une enquête sur une maison de retraite à Staraya Krasnenka, où les Russes étaient accusés d'avoir bombardé la maison de retraite. Et en fait, c'est l'ONU qui a établi que c'était un poste de tir ukrainien et que les Ukrainiens étaient coupables de ne pas avoir évacué
la maison de retraite avant d'installer leur poste de... On n'a jamais entendu Macha, ce cas-là. vous croyez à la possibilité d'une enquête? Il y a de toute façon des deux côtés, il y a des problèmes, et des deux côtés, il y a des enquêtes qui peuvent être faites. Il faut que ce soit absolument, il faut mêler enquête. Et je suis sûre que ça sera, j'espère en tout cas que ça sera fait, parce que sur le territoire occupé par les Russes, ça, c'est pas évident d'ailleurs. Donc, il faut appeler à justice et au tribunal, aux experts européens qui puissent venir là-bas, pas qui étaient achetés par les Russes, par le mafia russe, les vrais, qui peuvent aller accéder déjà là-bas et avoir l'enquête propre et clean. On va clore temporairement nos débats sur cette question. On y reviendra tout à l'heure et on marque une pause avant d'évoquer... Juste après cette pause, ces chargements de céréales qui devraient pas tarder à quitter les ports du sud de l'Ukraine. À tout de suite. Suite de notre Club LCI Week-end et l'on se penche sur ces chargements de céréales dont un a été supervisé hier par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. C'était à Tchornomorsk, si je le prononce à peu près correctement. Bien, merci. L'un des 3 ports donc, qui ont été désignés pour la reprise de ces exportations absolument essentielles pour la sécurité alimentaire mondiale. Kiev et Moscou se sont mis d'accord il y a une semaine sous l'égide de la Turquie et de l'ONU pour ça. Alexis Vallée. Voici l'un des 17 bateaux chargés de céréales qui s'apprêtent à quitter les ports de la région d'Odessa. Ces convois de 50 000 tonnes devraient être escortés par des navires militaires ukrainiens dans les eaux territoriales de leur pays. Une avancée depuis le début du conflit, suite à l'accord passé le 22 juillet dernier entre l'Ukraine et la Russie sous l'égide des Nations Unies. Le contrôle de leur chargement est exercé par la Turquie. Mais premier problème, les côtes ukrainiennes et la mer Noire ne sont pas déminées. Les autorités ont cependant assuré qu'ils connaissaient les couloirs sans danger. Second problème, les forces russes ont multiplié hier après-midi les frappes de missiles près d'Odessa, remettant en question l'accord sur la reprise des exportations de céréales. L'Ukraine, comme la Russie, sont parmi les 20 plus gros exportateurs mondiaux de céréales. Kiev assure de son côté vouloir vendre quelques 20 millions de tonnes d'une valeur de 10 milliards de dollars pour atténuer la crise alimentaire mondiale. Alors on va revenir sur cet accord, on va en parler dans un instant. D'abord on va retrouver dans le port d'Odessa Charline Hurel, qui est l'une des envoyées spéciales de l'LCI. Bonjour Charline, est-ce que on a des précisions, j'imagine? Je ne vous demande pas un timing, hein. Je sais que tout le monde vous le demande, mais ce n'est pas possible. On sait que ça va prendre du temps encore, peut-être quelques jours. On n'en sait rien. Pour tout vous dire, on n'en sait rien et c'est vraiment la question que tout le monde se pose ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont au courant, par exemple Volodymyr Zelensky, ses conseillers, les autorités locales. Évidemment, il y a un grand secret qui est entouré autour de cette exportation parce que vous vous doutez bien que c'est une opération clé, une opération cruciale et puis surtout qu'elle est extrêmement risquée. On va peut-être commencer par vous dire ce qu'on sait parce que c'est peut-être le plus important. On sait qu'il y a des navires qui vont partir. Il y aura plusieurs navires. La directrice de l'agriculture de la région d'Odessa nous explique que ça va commencer avec 5 navires. Du moins, c'est ce qu'ils aimeraient pour voir si l'opération se déroule bien. Ces navires, lorsqu'ils pourront sortir du port, ils vont être escortés par les bateaux ukrainiens, évidemment, peut-être aussi par des autorités turques. Ça encore, ce sont des questions qui sont laissées en suspens. Et puis, il y a ces fameux couloirs maritimes. La mer n'a pas été déminée. Il n'y a pas eu de déminage dans cette mer. En revanche, il y a des couloirs qui existent sans la présence de mines. Et tout l'enjeu ces derniers jours pour les experts, c'était de déterminer la trajectoire de ces bateaux. Et peut-être un mot, parce que c'est ce dont on nous parle ici, c'est qu'il y a une angoisse en tout cas, qui est pour l'équipage de ces bateaux, parce qu'ils disent, eh bien, nous ne savons pas comment le trajet va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une attaque de la Russie? Est-ce que les bateaux vont tomber sur des mines qui dérivent? Vous voyez, beaucoup de questions. Et évidemment, tout le monde ici qui espère que tout cela se passe en toute sécurité. Évidemment, bien entendu. Merci beaucoup, Charline Hurel. Pourquoi c'est si long? Est-ce que très simplement, rien n'est simple évidemment, mais l'un de vous veut répondre là-dessus? Éventuellement, je peux essayer de répondre parce que c'est une opération très complexe. Effectivement, il faut établir des routes. Ça n'a pas été déminé, mais il y a des couloirs.
il faut que les couloirs restent intacts. Et puis ensuite, il faut, d'après les accords d'Istanbul, que les cargaisons soient vérifiées. Et vérifiées Ça, ce sera à Istanbul. Non, avant le départ. Avant le départ, par des Turcs. Il faut que les Turcs soient sur place, il faut que l'ONU soit également sur place pour qu'elle donne le feu vert au départ. Et ensuite, une fois arrivés, eh bien là, il y a le débriefing total des bateaux et ils repartent vers leur destination finale. Mais effectivement, vraisemblablement, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire que personne n'a intérêt à ce que cet accord capote. Les Russes se sont engagés auprès des pays africains à ce que le blé soit livré. Les Ukrainiens ont intérêt à ce que ça se fasse. Et l'ONU et l'Ukraine et la Turquie jouent leur image. Donc je crois que ce sont des délais qui d'ailleurs étaient prévus, puisque les premiers départs ne sont pas censés avoir lieu avant demain ou après-demain. Mais quel crédit faire aux Russes quand même quand on voit le missile qui tombe sur Odessa samedi dernier? On continue à rester mesuré sur le bilan de ce qui s'est passé dans cette prison. Mais est-ce qu'on peut faire confiance aux Russes sur ce sujet? Sur ce sujet pour respecter cet accord. Il n'y a pas de problème. Le missile qui est tombé sur le port d'Odessa n'avait rien à voir avec les négociations. Ça crée un contexte qui n'est quand même pas très favorable. Certainement, mais d'un autre côté, si, parce qu'il y a les négociations, les objectifs militaires à Odessa ne peuvent plus être atteints, je crois que les Russes ne seraient pas d'accord. Je pense qu'on peut on peut avoir une confiance limitée effectivement sur le fait que la Russie puisse éventuellement laisser passer les bateaux, déjà parce qu'il y a un intérêt financier. Puisque concrètement, au-delà effectivement de pouvoir effectivement vendre son image de bienfaiteur auprès de l'Afrique, ce que la Russie a surtout obtenu, c'est d'exporter ses produits. C'est qu'en gros, une partie des fonds qui sont dans certaines banques russes soient dégelés pour pouvoir faire du commerce. Et les Américains se sont également engagés à ne pas sanctionner en fait les compagnies de transport maritime et les assureurs qui permettraient à ces bateaux en fait de partir de Russie. Donc la Russie, il y a un intérêt financier. Donc effectivement, je pense qu'elle n'a pas intérêt à faire capoter complètement le sujet. En revanche, il n'est effectivement pas impossible que cette frappe qui a été faite sur Odessa, c'était pour rappeler que en fait, cet accord dépend vraiment de son bon vouloir. Et donc, oui, probablement l'accord va sans doute se faire, mais voilà, toujours rappeler que voilà, exactement. Macha Kondakova. En tant qu'Ukrainien, je ne fais aucune confiance. En sachant même, j'entends ce que vous dites et je suis d'accord rationnellement. En tant qu'Ukrainienne, pas du tout. Pourquoi il a les frappes qui accompagnent cet accord dès la signature, dès le demain, il avait des frappes à côté, à Odessa à côté. Et je me demande, est-ce qu'à un moment, quand le trajet, les bateaux vont prendre la route, comme par hasard, genre, je juste imagine, je suis réalisatrice, je suis scénariste, j'imagine qu'il y avait une frappe, un bateau se coule, et on dit « Ah non, mais c'est pas nous, c'est pas notre faute, c'est encore qui? Les Ukrainiens qui ont saboté l'accord. » Donc, moi, je prévois les choses, malheureusement, très, très, très pessimiste. Je vois plus l'avenir avec l'accord avec la Russie en paix et surtout correct que Poutine va respecter la signature. Et à mon avis, en tant que Russe, je dirais que je donne 20% que Poutine va accomplir cet accord, parce que c'est vrai ce que vous dites, qu'il a des obligations devant des Africains. Ici, le crédit de confiance en Afrique est important pour lui, il va accomplir cet accord. Sinon, on verra. Mais je pense aussi que une spécialité de Poutine, que nous ne pouvons pas décider à propos de lui à long terme. C'est juste que pour aujourd'hui, c'est comme ça, mais demain, cette tactique peut changer. Complètement. Juste, excusez-moi, dernière chose pour ne pas oublier que Poutine, c'est lui le cause du blocage du blé. Il a dit au téléphone avec le Premier ministre italien que je vais débloquer le passage du blé si vous allez baisser les sanctions. Il le dit et c'était en fin de printemps. Non, c'est pas exactement cela. C'est ce qui s'est passé. Non, c'est ce qui s'est passé à Istanbul. C'est-à-dire que les bateaux russes chargés de céréales et d'engrais ne pouvaient pas accoster. Les bateaux russes? Oui. Mais là, on parle de bateaux ukrainiens. Attendez, non, on parle de bateaux russes. Lorsqu'il s'agit de céréales et de matières d'engrais minéraux russes,
Ce sont des bateaux russes qui ne pouvaient pas accoster sur les ports européens. Mais ils ont bloqué les bateaux ukrainiens avec les céréales et du blé. Non, mais ça, c'est à Odessa. Moi, je parle de reste. Ce sont les sanctions. Non. On parle d'Odessa. Non, on parle d'Odessa pour les bateaux ukrainiens, mais pour le reste de l'accord sur l'abandon d'une partie des sanctions, il s'agissait pour la Russie d'obtenir l'abandon des sanctions exclusivement relatives aux bateaux qui ne pouvaient pas accoster dans les ports européens et par ailleurs les compagnies d'assurance occidentales, c'est-à-dire toutes les compagnies d'assurance, n'avaient pas le droit d'assurer, ou alors là à des tarifs exorbitants, les bateaux russes. Ce sont ces deux contraintes qui étaient demandées d'être levées à l'époque et qui ont été levées là, comme monsieur vient de nous le rappeler. Par contre, là, tout à l'heure, on a parlé de bateaux ukrainiens avec du blé ukrainien. Ah oui, bien entendu. Mais ça Odessa qui a été bloqué par Poutine. Mais ça n'a pas de... Ce n'est pas la... Juste pour rappeler. C'est clair. Ulrich Bouna, la question de la fiabilité des Russes est une chose. Est-ce que la Turquie et l'ONU, selon vous, sont vraiment en mesure de faire respecter cet accord du 22 juillet C'est une très bonne question. L'ONU, je dirais, dans cette affaire, joue effectivement un peu de sa crédibilité. Après, néanmoins, je pense quand même que concrètement sur le terrain, l'ONU ne pourra pas faire grand-chose. À mon avis, le seul pays, le pays pivot en fait sur cet accord, c'est vraiment la Turquie. Déjà d'une part parce que c'est eux qui vont inspecter les cargaisons. Ils ont également proposé leur aide pour éventuellement retirer quelques mines. Il y a aussi une relation très forte, alors un petit peu compliquée et complexe entre Erdogan et Vladimir Poutine. Donc peut-être que ces relations personnelles peuvent aussi permettre de simplifier un peu les choses et d'obtenir un minimum d'engagement du Kremlin. Donc en tout cas, pour répondre à votre question, je dirais que l'ONU, effectivement, c'est plutôt un cadre général, mais il est quand même très improbable que cet accord ne sera pas présenté, par exemple, au Conseil de sécurité, ce genre de choses. En revanche, par contre, effectivement, à mon sens, le vrai pays qui peut éventuellement, pas garantir à 100%, mais en tout cas faire un maximum pour aplanir les choses, puisqu'il a des bons contacts avec les Ukrainiens et avec les Russes, c'est la Turquie du président Erdogan. Même si, vous le soulignez, Erdogan a des relations... la soi-disant neutralité, on va dire, est quand même pas si claire. Erdogan sera début août à Sochi chez Vladimir Poutine. Je ne pense pas qu'il y ait de visite prévue en Ukraine. Mais d'un autre côté... Est-ce que ça, c'est un souci? En fait, juste pour poursuivre vite fait, en fait, la Turquie a toujours joué un peu sur les deux tableaux. Enfin, pas que sur ces deux-là d'ailleurs, mais en gros, depuis 2014, ce qu'on a constaté, par exemple, c'est que... en gros, déjà par exemple, la Turquie n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée. Elle a soutenu les Tatars de Crimée, mais pas trop non plus, pour ne pas trop gêner les Russes. Ils fournissent des drones, de l'assistance militaire aux Ukrainiens. D'un autre côté, ils n'ont pas pris de sanctions contre les Russes comme l'ont pu le faire les Occidentaux. Donc, il y a toujours un petit peu cette volonté, un genre de position d'équilibre, alors plus ou moins réussie. Mais donc, en tous les cas, ils ont quand même gardé des canaux ouverts avec tout le monde. Erdogan, je pense que la Turquie elle est dépendante de la provisoire russe. Aussi. Donc, Poutine peut manipuler comme il veut, à mon avis. Sauf que Erdogan, évidemment, il joue entre les deux. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Laurent? Ou est-ce que vous pensez que Erdogan, c'est... Non, Erdogan, il joue son jeu, il joue le jeu de la Turquie et d'une certaine manière de l'islamisme turc. Ça, c'est très clair. En revanche, il est d'un côté, par la force des choses, tributaire de la Russie, pour ses approvisionnements en gaz en particulier, en pétrole, mais il est également membre de l'OTAN et il dépend également des Occidentaux pour ses approvisionnements en matériel militaire. Et d'ailleurs, lorsque les Occidentaux ont émis des doutes sur la fourniture de certains armements à la Turquie, en particulier des missiles patriotes, des missiles antimissiles, du coup, Erdogan s'est retourné vers la Russie en achetant des missiles S-400 qui sont un tout petit peu supérieurs aux patriotes. Donc, il joue... C'est un peu grave, quand même. Non, parce que, du coup, les Occidentaux, ils ont accepté de fournir les armements
dont la Turquie estimait avoir besoin. C'est un jeu très subtil, hein, vraiment très subtil. Et ça continue. Et c'est un jeu qu'on a pu voir aussi avec l'intégration de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, où en fait, comme toujours, en fait, les Turcs effectivement essaient de récupérer un maximum d'avantages effectivement en contrepartie de leur accord ou ce genre de choses. Donc, effectivement, il y a toujours un peu ce côté tu me donnes ça, je te donne ça. Ouais, le marché, de marchandage, exactement. C'est exactement ça, de marchandage permanent. Absolument. Si tout ça fonctionne sur les céréales, ça peut donner à Recep Tayyip Erdogan une place, mine de rien. Non, mais ça peut le renforcer en tout cas dans cette place un peu centrale, en vue peut-être la Turquie et l'ONU au premier chef, parce que visiblement elle ne représente pas grand-chose, mais pour la Turquie c'est beaucoup plus grave. Il faut que les engagements soient respectés pour que Erdogan ne perde pas la face. On a appris ce matin que Gazprom, le géant russe, avait décidé de réduire une nouvelle fois ses livraisons de gaz, cette façon que c'est à destination de la Lettonie, en raison de la violation des conditions de prélèvement du gaz. C'est ce que dit Gazprom dans un communiqué sur Telegram, sans être plus précis. Il prétexte une maintenance de turbines, sauf que c'est déjà la troisième fois depuis le mois de juin qu'il y a comme ça que le volume de livraison est restreint. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ça ? Alors, pour les turbines, c'est décorrélé de l'affaire Letton. Hein. En clair, l'affaire Letton, en gros... mais les Occidentaux, eux, voient clairement dans les intentions de Moscou la volonté d'utiliser cette arme énergétique en représailles aux sanctions. Oui, de la même manière, les Russes voient dans la volonté des Européens de faire des sanctions pour faire couler leur économie. Donc je pense que là, on est dans un jeu symétrique. En revanche, ce qui est important, en ce qui concerne la Lettonie achète du gaz à Gazprom, selon des volumes établis à l'avance, mensuellement. Or, Gazprom apprend que la Lettonie achète du gaz russe par des intermédiaires. Les intermédiaires obtiennent le gaz au prix normal auquel il est vendu à la Lettonie et ils le vendent beaucoup plus cher à la Lettonie. Donc, ils arrêtent, étant donné que la Lettonie a une autre source d'approvisionnement qui contourne les arrangements qui étaient établis, il arrête. Bon, ça, à la limite, c'est dans le droit commercial, il n'y a pas de... En ce qui concerne les turbines, le problème, c'est que la maintenance des turbines était prévue depuis longtemps. Et elle a commencé. Une turbine a été envoyée par Siemens, qui est le fabricant des turbines, l'a envoyée au Canada, à Siemens Canada, pour la remettre en état. Et cette turbine a été bloquée par les Canadiens. Les Allemands ont insisté pour qu'elle soit... Pardon ? En représailles ? Elle a été bloquée dans le cadre des sanctions. Les Allemands ont argué auprès des Canadiens que la turbine leur appartenait, que c'était une propriété Siemens, qu'elle n'avait pas à être retenue, etc. Finalement, ça s'est débloqué. Et la turbine est rentrée en Allemagne. Elle est rentrée quelque part en Europe. Le problème, c'est qu'elle devait être livrée à la Russie la semaine dernière. Elle ne l'a pas été. La Russie a augmenté ses exportations de 20 à 40% la semaine dernière. Et comme la turbine n'était toujours pas livrée, eh bien, elle a redescendu à 20% en arguant, ce qui est vraisemblablement un prétexte. C'est ça, on va il y a d'autres éléments de maintenance. Mais le problème, en Russie, toujours, il y a un prétexte. C'est-à-dire que si la turbine avait été livrée, vraisemblablement, il n'y aurait pas de problème parce que la Russie a besoin de vendre son gaz. Ah bah oui, parce que mais en plus, vous parlez vous-même aussi de prétexte. Vous vouliez réagir Oui, je vais peut-être vous laisser parler. En Russie, ils toujours cherchent un prétexte pour arrêter le contrat. C'est vrai que ça peut être des raisons commerciales, mais en Russie, on fait des blagues toujours que si demain notre ennemi c'est Turquie, c'est des insectes dans des tomates
turquoises qui sont trouvées. Si demain, c'est Géorgie qui est notre ennemi, ça veut dire que c'est de l'eau minéraux gazeuse qui va être aussi contre des normes hygiène russes. Aujourd'hui, car c'est Lituanie qui est coupable ou fautive, je ne sais pas, ça veut dire que le contrat, Messi a bien expliqué. Mais la question que je me pose, Gazprom a pris cette information hier pour couper immédiatement? Vraisemblablement, c'est une indiscrétion lettonne avant-hier qui a fait que la réaction a été immédiate. Et actuellement, on réagit très très vite. De même, si la turbine en question avait été livrée en temps et en heure, il est vraisemblable que le flux n'aurait pas été diminué parce que, comme je l'ai dit, la Russie a besoin de vendre son gaz. Juste un mot, promis, juste pour dire, à mon avis, c'est un signe, encore une fois, que Poutine montre, voilà comment on peut faire, parce que le gaz, il l'utilise comme une autre arme dans cette guerre, qu'ils ne prononcent même pas mot la guerre en Russie, ils ont 15 ans de prison, si quelqu'un prononce... Donc, pour moi, ce que vous dites, c'est juste du point de vue général, si on n'était pas en guerre au milieu de l'Europe. Pour moi, c'est un signe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très, très grave. Il montre de quel point il peut juste tout de suite, comme vous dites, de le lendemain, à décider. Et aussi, ça me fait penser... On ne sait pas où est-ce qu'il a bloqué cette turbine Siemens. Est-ce que c'est aussi les Russes qui ont bloqué ça et maintenant ils utilisent ça comme un prétexte pour dire on a un problème. Ce sont des problèmes de paperasse allemande entre l'Allemagne et la Norvège. Si ça va être prouvé, je peux croire. Aujourd'hui, je crois pas ça. Vous y croyez, vous, à ce coup de colère et plus qu'un coup de colère, d'ailleurs, cet outil de pression. Le gaz, oui, enfin les matières premières. Ça marche aussi pour les céréales. Donc oui, enfin effectivement, la Russie utilise en fait les armes qu'elle a, donc qui est la fourniture de matières premières, où effectivement ils ont un rôle prépondérant, que ce soit sur le gaz en Europe, les céréales en Afrique, même le pétrole à certains pays européens, etc. Donc oui, effectivement, la Russie se sert de cet argument. Après, dans le cas lettons, effectivement, je crois que, ce qui s'est vraiment effectivement passé, c'est que en fait les lettons, pour éviter d'avoir à payer Gazprom en roubles, puisque c'est ce qu'ont demandé les Russes, ils sont effectivement passés par un intermédiaire pour essayer de récupérer du gaz, sachant que les lettons, dans tous les cas, ont voté une loi pour arrêter tout approvisionnement en gaz russe à la fin de l'année. Donc, mais après, donc, effectivement, il y a sans doute un jeu commercial, mais après, je dirais toutes les raisons sont bonnes, en fait. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été ça, ça aurait probablement été autre chose. Et de toute façon, l'objectif étant que, effectivement, en fait, par l'arme du gaz, la Russie cherche à fracturer, enfin de mon point de vue, la Russie cherche à fracturer l'Europe et les Occidentaux en mettant un petit peu les pays les uns contre les autres. Oui, bien sûr. Je suis entièrement d'accord. Mais d'un autre côté, lorsque vous avez les Occidentaux qui mettent 7 trains de sanctions les uns derrière les autres, avec des ministres de haute importance qui disent qu'ils vont mettre l'économie de la Russie à genoux, je pense que pour les Russes, toutes les armes sont bonnes. Oui, mais c'est eux qui ont commencé, c'est les Russes qui ont commencé. Non, mais ça, c'est les Russes qui ont commencé. En tout cas, le fait est qu'il parvient, pour le coup, Vladimir Poutine, à installer ce débat sur cette question d'indépendance énergétique et en particulier en France. Je voulais qu'on en parle de quelques minutes là, parce que le débat dans la classe politique française rebondit de plus en plus, à juste titre, parce que c'est une vraie question. Après tout, c'est l'occasion de se les poser, ces questions-là. Il y avait ce matin Valérie Boyer, qui était l'invitée d'LCI. Écoutez, elle évoquait notamment, elle aussi, cette question d'indépendance énergétique. On fait comment ? Eh bien, on a une politique énergétique digne de ce nom, ce qui a été abandonné depuis François Hollande et Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on fait en sorte d'être indépendant et notamment vis-à-vis du nucléaire. Donc on ne peut pas d'un côté déplorer les difficultés qu'on a en termes de pouvoir d'achat pour l'énergie et puis courir d'une dictature à l'autre. Voilà, d'une dictature à l'autre, elle évoquait en l'occurrence l'Azerbaïdjan, puisque la Commission européenne a conclu avec l'Azerbaïdjan un accord pour augmenter l'approvisionnement en gaz azéri de l'Union, pour compenser donc le manque du gaz russe. On en parle d'ailleurs aussi à gauche de ces questions-là. La dépendance à l'égard de la Russie, c'est pour vous... Après tout, vous dites quoi ? C'est l'occasion d'en parler, c'est pas plus mal. Disons qu'après, ma perception des choses, c'est qu'effectivement, la France n'était pas non plus extrêmement dépendante du gaz russe. C'est pas l'Allemagne. On s'approvisionne essentiellement en Norvège. Mais effectivement, par contre, pour certains pays européens, et on peut commencer par l'Allemagne,
mais pas que. Effectivement, c'était le fournisseur principal, voire exclusif, jusqu'à très récemment pour les pays baltes, par exemple, même si maintenant ils sont passés sur des terminaux méthaniers. Mais du coup, ce qui, à mon avis, est en train de se produire, c'est que cette réflexion plus globale qu'il aurait fallu avoir depuis au moins 10 ans et que réclamaient certains pays d'Europe centrale pour diminuer en fait la dépendance énergétique, à la Russie en l'occurrence, mais potentiellement aussi à d'autres pays, cette réflexion n'a jamais été menée. Elle n'est jamais menée à son terme parce que ça demandait beaucoup trop de changements. Par exemple, à un pays comme l'Allemagne qui a bâti une partie de sa croissance quand même sur la fourniture justement d'énergie très peu chère venant de Russie. Et qui pour le coup, il vient franchement. Là. Voilà, et donc du coup, mais c'est-à-dire qu'en fait, obtenir cette indépendance énergétique, c'est quelque chose qui aurait peut-être pu être fait en 5 ou 10 ans, et on se retrouve à être obligé de la faire en 6 mois, ce qui explique que les prix explosent en fait. Mais par contre, j'ai le sentiment qu'à moyen terme, ce sera positif en fait d'être indépendant énergétiquement d'une puissance quelle qu'elle soit. Bien sûr, on change l'histoire. On est en train aujourd'hui d'écrire la nouvelle histoire, il me semble, en Europe en tout cas. Et après, je me suis dit, indépendance, dépendance, en fait, c'était une alliance, on va dire. C'était les relations de confiance que Poutine a brisé violemment en montrant sa force parce qu'il s'est mis en danger en pensant, avec je ne sais pas pourquoi, que tout le monde est contre lui. Le monde démocratique des Occidentaux veulent attaquer la Russie. D'où ça vient? Ça vient de guerre froide, mais ça date de mentalité de FSB, de KGB. Attendez, exactement. Créer les conflits extérieurs qui n'existent pas à travers des choses. Et après dire, on était menacés, donc maintenant on agit. Nous sommes les victimes. Ça, c'est une chose d'ailleurs très tragique, parce que la confiance a été brisée pour des années. Oui. Et nous, comme Russes qui sont contre Poutine, contre la guerre, c'est notre accusation contre notre président qu'il a fait tout pour que la Russie perdra la confiance pour plusieurs années après lui. Pourquoi elle est toujours vivante? Ma question, en tant qu'Ukrainienne, à quelqu'un qui est russe. Écoutez, il y a un terme, nouvelle démocrature. C'est les dictatures qui entrent en pouvoir en utilisant des outils démocratiques. Et c'est une nouvelle page. Vous avez raison, mais c'est pourquoi on est ici, c'est pourquoi nous avons besoin des outils à nouveau. Bon. On s'interrompt à nouveau, ne bougez pas, tout le monde reste là, on est sur LCI et on poursuit ce club de l'été week-end dans un petit instant. À tout de suite. Suite de notre club LCI week-end et bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 18h, on évoque l'Ukraine dans beaucoup d'aspects. On est évidemment toujours dans les suites de son bombardement de la prison qui aurait fait entre 40 et 50 morts avec les Russes et les Ukrainiens qui s'accusent mutuellement. Et on va retrouver, je vais vous représenter peut-être mes invités autour de la table. Nadezhda Kutepova, réfugiée politique russe, vous êtes membre aussi de l'association Russie Liberté. À côté de vous, Ulrich Buna, spécialiste de géopolitique de l'Europe centrale et Europe de l'Est, auteur de La guerre hybride en Ukraine. Quelle perspective aux éditions du Cygne. Masha Kondakova, vous êtes réalisatrice ukrainienne de ce documentaire Inner Wars. Tout à fait, qui est disponible sur arte.tv. Voilà, ça c'est fait. Et puis Pierre Laurin, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie, et votre livre à vous, L'Ukraine, une histoire entre deux destins, aux éditions Bartia. Et on va retrouver une autre de nos envoyées spéciales en Ukraine, Marie-Aline Méli, sur ce que l'on sait, le peu que l'on sait de ce qui s'est passé donc dans cette prison d'Olenivka. C'est une guerre de communication qui se joue entre Moscou et Kiev. Chacun se rejette la responsabilité du bombardement qui a frappé la prison d'Olevnica dans l'est de l'Ukraine. Hier soir, Volodymyr Zelensky a publié une vidéo dans laquelle il a dénoncé les crimes de guerre russes. Il a parlé de tueries de masse et a expliqué aux Ukrainiens que ni les frontières ni le temps n'empêcheraient les criminels d'être traduits en justice. Au moins 50 morts, plus de 70
75 blessés dans les frappes qui ont touché cette prison qui se trouve dans le Donbass, dans la zone séparatiste pro-russe, à seulement 15 km du front. C'est là que se trouvaient les membres de forces ukrainiennes qui ont combattu pendant des semaines pour défendre le site Azovstal à Mariupol. Des prisonniers qui étaient pourtant au cœur d'un deal, si l'on peut dire. Volodymyr Zelensky était prêt à libérer des prisonniers de guerre russes en échange de leur libération. Pour l'instant, impossible de savoir précisément l'origine de ces frappes. Aline Melli. On est en ligne avec Alexander Pavlyuchenko, le directeur général de l'Union ukrainienne des droits de l'homme. Bonjour monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. D'abord, question, est-ce que vous, en tant qu'organisation des droits de l'homme, vous avez des informations particulières sur ce qui s'est passé dans cette prison d'Olevnica? Ce que je peux dire, que nous suivons l'information sur les prisonniers qui se trouvent sur les territoires occupés par les Russes. Et notamment, nous parlons des prisonniers de la guerre ukrainiens. Et ici, en ce cas-là, nous parlons qu'il y avait les prisonniers qui ont été évacués d'Azovstal. Et si on parle de ce cas particulier, je peux dire qu'on soupçonne que ce n'était pas même le bombardement, que c'était l'explosion interne. Et nous soupçonnons qu'il est très fortement possible, et nous possédons une partie d'informations sur ça, que les personnes ont été torturées et probablement il était tué même avant l'explosion. Alors, c'est à vérifier et c'est la commission indépendante, c'est l'exigence qui est urgente aujourd'hui, doit être créée et cette commission doit faire des recherches de toutes les particularités de ce qui s'est passé hier. Et je pense que c'est purement le crime de la guerre et toutes les personnes concernées doivent rendre aux justice pour que cet crime était parfaitement ou proprement envisagé et ce qu'on peut dire, c'est que le contrôle sur la situation, ce qui manque aujourd'hui, c'est la question numéro 1. La manque du contrôle et impossibilité d'envisager la situation sur le terrain avec les conditions dans lesquelles se trouvent les prisonniers ukrainiens. Et ce que vous avez mentionné, que le président Zelensky a dit qu'il est prêt de libérer les soldats russes qui sont comme les prisonniers de la guerre ici en Ukraine, mais nous ne possédons même les noms et les places où se trouvent les prisonniers ukrainiens sur le territoire non contrôlé. Et c'est le problème. De plus, nous possédons l'information qu'ils ont torturé, qu'ils souffrent des conditions. Il y a telle information et nous la possédons. Et c'est le problème qui exige d'être considéré et réglé proprement. Alexander Pavlyuchenko, j'imagine bien que ce sont des informations complexes à obtenir, mais on a envie d'en savoir un peu plus. Quand vous parlez d'explosion interne et quand vous parlez de torture, qu'est-ce qui vous amène à ces conclusions? Il y a une vidéo de torture. Oui, il y a les témoins qui donnent des renseignements de telle sorte.
Et il y a également les possibilités pour considérer la situation des satellites. Et je pense que c'est seulement la question du temps que la vérité va s'ouvrir. Et toute la peinture de la tragédie sera ouverte et on va voir. Mais pour aujourd'hui, c'est la question de, comme j'ai dit, de la commission indépendante qui doit être admis de travailler sur place et de retrouver toutes les traces de cette tragédie. Les commissions, je m'adresse aux invités autour de la table, la commission indépendante dont parle Alexander Pavlyuchenko, elle est déjà à l'œuvre. Il faut qu'on explique aux gens qui nous regardent comment on compose ce genre de... Tout d'abord, si cette république se présente en tant qu'un État, je dirais, indépendant, il faut avoir le droit de procédure pénale. Ici, il y a un fait, ça doit être enquêté sur le seul procédure pénale. Ça veut dire que c'est à cette république, tout d'abord, pour ouvrir enquête pour faire des recherches autour de cette explosion. L'autre cas, non, c'est pas encore. Nous ne avons pas encore informé est-ce que cette enquête existe ou pas. La commission, c'est toujours un outil supplémentaire à propos des procédures pénales qui existent dans le pays. Mais en quelle commission aurez-vous confiance? Si je peux préciser. En fait, là, on parle non pas de la justice locale, on parle d'une commission composée de membres d'organisations internationales reconnues par les belligérants. En l'occurrence, ça peut être les Nations Unies, ça peut être également l'OSCE, l'Organisation de sécurité et coopération en Europe. Là, il est tout à fait possible, il y a des commissions qui ont examiné au cours des dernières semaines et des derniers mois des différents cas de crimes de guerre, etc. Ils ont essayé de déterminer ce qui s'était réellement passé. Et là, ça peut être également un endroit où une telle commission peut investiguer. Et il faut dire que ces commissions ont accès également au territoire du Donbass, de Donetsk et de Lugansk, des républiques autoproclamées, comme du reste de l'Ukraine. Alexander Pavlyuchenko, c'est de ce type de commission dont on a besoin aujourd'hui pour tirer la lumière internationale, on est d'accord? Oui, et je pense que c'est plutôt le Croix-Rouge qui doit s'intervenir et doit se présenter sur place parce que l'ONU et le Croix-Rouge sont responsables pour la sécurité, pour les conditions des prisonniers de la guerre, parce que c'était les conditions selon lesquelles il s'est rendu, disons, comme les prisonniers. Monsieur Pavlyuchenko a absolument raison parce que c'est très important à dire. Et il faut rappeler, parce que ça, c'est Katerina Prokopenko, qui est une femme d'un soldat d'Azov, qui réclame et rappelle que les soldats d'Azov sont devenus prisonniers avec les conditions que l'ONU et le Croix-Rouge international vont rassurer que leur vie n'aura aucune menace. Il n'y aura aucune menace pour leur vie, pardon pour mon français parce que je deviens émotionnelle. Très bien. Mais je veux dire que et là, il n'y a aucun contrôle sur les zones occupées par les Russes. Excusez-moi, encore une fois, pour rappeler, pour juste dire, si sur le territoire russe, il s'est connu que les polices peuvent permettre de faire n'importe quoi avec leurs citoyennes, imaginez ce qu'ils peuvent faire avec l'ennemi. Et comme ils les appellent, les nationalistes, et même ils utilisent les mots qui ne sont pas du tout légitimes. Pierre-Laurent, je vous voyais faire un nom de la tête. La présence de la Croix-Rouge. Pour la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est dans les conventions. Mais le problème, c'est que la Croix-Rouge n'a pas de capacité d'enquête internationale. Mais comment ça? Et qui rassure qu'il n'y a pas de menace de la vie pour les soldats qui se rendent en prison?
Mais c'est que Elle a ils sont une garantis. capacité de témoignage Non, il n'y sur a place. pas de défense. Témoignage sur place. Comment Mais vous pouvez pas- faire témoignage s'il n'y a pas de téléphone ni rien? Ulrich Bouna. Non, je pense qu'effectivement, d'une part, effectivement, la Croix-Rouge normalement est censée être positionnée au niveau des camps de prisonniers. Bon, là, clairement, c'était pas le cas, et il n'est pas improbable qu'effectivement, il y ait beaucoup de centres en fait de détention, mais bien même avant la guerre, hein, depuis 2014, il y a des centres de détention clandestins dans les républiques autoproclamées de Lugansk et Donetsk, où il y a de la torture. C'est des cas documentés. Il y a des journalistes qui sont passés dans ces prisons-là et qui sont sortis, etc. Donc, du coup, là, effectivement, après, pour une enquête, effectivement, je ne pense pas que le CICR ait de moyens d'enquête. Donc, ce serait éventuellement l'OSCE ou une organisation avec des moyens d'enquête. Après, ce qu'il faut juste pas oublier, c'est que, effectivement, sur le papier, l'OSCE, normalement, est censé avoir accès, en tout cas, via les accords de Minsk, l'OSCE avait accès aux territoires séparatistes. On a quand même vu plusieurs cas durant la phase un petit peu entre 2015 et fin 2021, où en fait, 2014, pardon, excuse-moi, où en fait l'OSCE était interdite par les séparatistes d'entrer sur les territoires. Et finalement, le problème, en fait, mais ça revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quand bien même les autorités séparatistes ouvriraient une enquête, quelle crédibilité, quelle confiance peut-on avoir ? On a bien vu ce qui s'est passé lorsque on en revient au MH17, mais lorsqu'il a été abattu, il n'y a eu aucune enquête de menée, et il n'y a rien de sérieux, en fait. Une dernière question pour vous, Alexander Pavlyuchenko, avant de vous libérer. On a vu tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'émission, qu'il y avait un doute, manifestement, sur l'identité exacte des détenus ukrainiens en question. Régiment Azov ou pas, d'après vos informations? On a reçu l'information avec la liste des personnes qui sont soupçonnées qu'ils ont été morts pendant cette explosion. Et cette liste contient, si je me souviens, 73 noms. Et en même temps, on a reçu l'information de la part des dirigeants d'Azov qu'ils ont à vérifier toute l'information et seulement d'après leur vérification, on va, disons, établir qui notamment était la victime de cette explosion, de ce bombardement ou l'explosion, on va voir. Et si je peux ajouter à ce que vous avez mentionné juste avant, je peux dire que moi, personnellement, j'ai la possibilité de visiter les établissements pénitentiaires ukrainiens et je peux vérifier les conditions des personnes qui sont, y compris des prisonniers de guerre de la Russie. Et c'est totalement impossible sur l'autre côté qui est contrôlé par les Russes. Alors, c'est la situation qui doit être très, disons, strictement, très concrètement dite, ce que le contrôle sur ces territoires est totalement, disons, absent. Et ce n'est pas les séparatistes qui contrôlent la situation, ce sont les Russes. Et il faut dire que ce ne sont pas les territoires occupés par les séparatistes ou c'est les territoires séparatistes. Ce sont les territoires occupés par les Russes depuis 2014. Alors, et si on, disons, parle en vraie parole sur ce qui se passe, c'est plus facile d'établir la vérité. Et la responsabilité est sur la côté de la Russie, qui est totalement responsable pour la situation, pour le contrôle et pour la responsabilité sur cette situation. Merci beaucoup. Juste un mot, puisque vous en parliez, et vraiment en quelques mots, vous parliez des inspections dans les prisons ukrainiennes. Oui. Est-ce qu'on peut vous demander quel bilan vous tirez à ce stade ?
et notamment le bilan sur la quantité de personnes qui se trouvent dans les établissements ukrainiens et le nombre de personnes qui se trouvent sur le territoire non contrôlé, c'est la question. Sur le territoire non contrôlé. Et la réponse, on n'a pas. Oui. C'est ça que vous voulez dire. Il y a, oui, si je peux dire que si nous parlons sur le bilan et sur le balance des personnes qui sont les prisonniers de la guerre russe, c'est quelques centaines, jusqu'à 600 personnes. Le plus grand nombre était 800 personnes. Et il y a, je connais plus ou moins le chiffre exact, mais je peux dire qu'il y a quelques 1000 personnes, plus que 100 000 personnes, qui se trouvent dans les camps et dans les places qui ne sont pas souvent très appropriées pour disons, placer les personnes comme les prisonniers de la guerre. Il y a plus que 100 000 personnes ukrainiennes qui se trouvent dans les établissements plutôt pénitentiaires, mais pas souvent. Il y a les places comme Izolatia à Donetsk, c'est plutôt que le camp de torture, mais ce n'est pas même l'établissement pénitentiaire. Mais il y a là-bas également les personnes qui se trouvent. Donc, si on a bien compris, Alexander Pavlyuchenko, entre 600 et 800 dans les prisons ukrainiennes, contre 5000 Ukrainiens en prison russe. Ukrainiens dans les prisons russes. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci d'avoir été en ligne sur LCI. Merci à vous. Juste une réaction. Merci et bonsoir. Sur ces chiffres qui vous paraissent, qui vous surprennent, qui vous... Je voudrais juste parler de preuves, encore une fois. Il y a une vidéo où un soldat russe a torturé un soldat ukrainien d'une manière terrible qui circule. C'est juste pour rappeler, aujourd'hui on peut tout trouver, cette guerre elle est très médiatisée. C'est pour ça que ça m'étonne pourquoi encore il n'y a pas de justice qui se passe là aujourd'hui, dans cette heure-là. Et en plus, encore une fois, quelle est la différence? C'est les soldats d'Azov ou pas? C'est les gens, c'est les hommes qui ont été bombardés, qui étaient enfermés. Les Ukrainiennes sur le territoire russe. Et encore une fois, c'est pas normal. Il faut rappeler de cela. Mais cette médiatisation, elle vous gère. Elle est voilà, de fait, et c'est plus qu'une médiatisation au sens où on l'entendait avant, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, évidemment, ont un rôle très particulier. Elle crée beaucoup d'émotions, je pense. Probablement. Disperse l'information avec laquelle la vision du monde change beaucoup. Par exemple, la haine, elle monte. Je n'ai jamais eu ce sentiment-là dans mon cœur. Et aujourd'hui, je me bats pour ne pas être envahie par cette douleur et par la haine contre les Russes. Excusez-moi, je vous regarde parce que... non, je comprends, je ne nie pas. Je comprends vos sentiments. C'est horrible. Et les questions que comment dire, quand on voit ça, ça touche directement. Et après, c'est important de ne pas oublier qu'il y a la guerre au milieu de l'Europe. Et Moudra, ce que je voudrais remarquer, que si on regarde dans cette guerre médiatique ou de l'information, le côté ukrainien, c'est toujours des gens qui sont différents, qui sont compétents dans les questions sur lesquelles ils s'occupent. Par contre, si on regarde le côté russe, on a juste 3 personnes. C'est Lavrov qui dit parfois les discours qui font honte pour tous les Russes qui sont contre ce régime. Deuxième personne, c'est Madame Zakharova, qui est porte-parole du ministère de Défense, des Affaires étrangères. Et troisième, c'est porte-parole de Poutine, M. Peskov. Et ça me semble, pour le public, ça peut sembler, c'est juste 3 personnes qui connaissent tout en Russie, qui sont responsables pour toutes les questions et qui donnent toujours un peu des mêmes explications. C'est le serviteur du régime dictatorial. Et je ne comprends pas pourquoi on a encore les doutes. Et c'est très simple. Hein. Il y a 2 choses. Il y a la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Et l'Ukraine qui ne montre pas autant que des victimes, les Ukrainiennes. Ils se montrent comme les résistantes
qui se bat et protège déjà des valeurs, la liberté, et puis le territoire et l'avenir de notre pays, l'Ukraine. Ulrich Buna, je rappelle que vous êtes spécialiste de géopolitique. Votre regard sur cette guerre, c'est pas la première guerre médiatisée, en tout cas, même si c'est la guerre la plus importante en Europe depuis bien longtemps. Cette médiatisation, cette exacerbation des émotions joue quel rôle, selon vous, si elle en joue un? Je pense qu'elle joue plusieurs rôles. Déjà, effectivement, elle permet de mobiliser les populations, que ce soit d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs. Puisque ça peut être effectivement des témoignages sincères, comme ça peut être aussi des vidéos de propagande. Il y a ça. Ça permet aussi... l'un des aspects positifs que j'y vois, c'est qu'effectivement, ça permet de ne pas oublier qu'il y a un conflit. Ça permet aussi à des organisations ou même à des organisations internationales reconnues de récupérer en fait des informations, en source ouverte, etc., pour pouvoir faire des investigations justement. Il y a eu pas qu'en Ukraine d'ailleurs, mais on a été comme ça capable de remonter en fait la trace en fait de crimes de guerre commis en Afrique, en Ukraine, etc. Grâce justement à toutes ces sources ouvertes. C'est aussi la raison pour laquelle l'armée russe a essayé de contrôler au maximum les images toutes les armées du monde. Mais là, on parle plus de la Russie. Avec le risque néanmoins et cette vigilance très importante concernant des potentiels fake news, des potentielles manipulations. Disons que d'une part, essayer de contrôler un maximum effectivement les informations diffusées par les soldats sur le terrain, et à côté de ça, effectivement, avoir des organes officiels qui diffusent des informations favorables. Il y a beaucoup de romans. Comment vous suivez, vous, sur les réseaux sociaux? Je regarde les nouvelles russes tous les jours, presque, pour comprendre. Quelle chaîne? ORT, la chaîne. Précisez, parce qu'il y a des chaînes indépendantes. Non, ça c'est la chaîne nationale. Première chaîne nationale. Je regarde les différentes nouvelles russes, ukrainiennes. J'appelle ma marraine tous les jours et mon père qui sont à Kiev et ma marraine. Et on parle en permanence. Par exemple, ma marraine m'a raconté de tortures qui se passaient avec le fils d'amis d'amis. Je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé, mais si je raconte, quelle atrocité, encore une fois, et comment c'est possible que ces criminels, sans aucun contrôle, font ce qu'ils veulent sur le territoire ukrainien. Évidemment, il y a des informations et ça peut être la propagande, bien sûr. Mais quand je parle avec mon père qui est à Kiev, qui me raconte que voilà, c'était juste bien avant que tout le monde est sorti dans les rues de Kiev, c'est lui qui m'a raconté que dans le jardin de Shevchenko, il avait un couple qui est allé jouer aux échecs. Et c'est pour moi, c'était le premier signe que, la vie va revenir à la capitale ukrainienne, par exemple. Et c'est pas du tout montré, ce n'était pas du tout montré sur aucune chaîne. C'est mon père, parce qu'il s'est baladé à côté, il m'a dit ce qu'il a vu. Je regarde comme ça et j'essaie d'analyser. Mon père m'a toujours appris analyse. Solzhenitsyn aussi, il a dit que c'était dans les années 70, quand elle a parlé, il a mêlé un discours devant les étudiants de Harvard qui a dit, en fait, on n'est tellement pas libre aujourd'hui, c'était 1970, sans Internet, sans rien. Je veux dire, rien, c'est tous les réseaux sociaux. Il a dit que nous sommes indépendants aujourd'hui d'avoir notre propre avis. Donc, déjà, depuis ça, je regarde les différentes sources, et évidemment aussi celles de Russes, pour voir quelle information, et j'analyse moi-même. Ce n'est que mon avis. Tout ce que je dis, ce n'est que mon avis. Mon histoire, c'est un bon exemple, parce que moi, j'étais avocat russe et je travaillais pour défendre des victimes écologiques. Pendant 15 ans, mon ONG a été reconnue en tant qu'agent étranger. Le jugement du tribunal a dit que mon activité en tant qu'avocat dans les tribunaux, c'est une menace pour la sécurité intérieure de la Russie. Oui, vous êtes menaçante. Et c'est pourquoi le chaîne étatique Russie 24 m'a accusé d'être un espion et d'un trésor d'État. C'est un honneur, vous devrez être fier. C'est un honneur d'être accusé par les chaînes russes. C'est un peu risqué quand même, je pense, pour la vie. Mais excusez-moi, il faut faire quelque chose. Je vous raconte l'histoire au tribunal. Et on a porté plainte dans le tribunal russe qui a dit que le droit de Mme Skabeeva, c'est une poupée russe de Poutine, a défendu pour l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la liberté d'expression. Ça veut dire, si Mme Skabeeva voulait dire n'importe quoi, elle peut. Maintenant, cette application à la Cour européenne. Mais ce qui est important, le chaîne étatique russe a nié qu'ils ont montré ce sujet. Imaginez, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils montrent quelque chose, demain, vous allez au tribunal, ils disent non, nous ne montrons pas. Oui, parce qu'ils vont dire que vous êtes folle. Mais la question est que pourquoi personne... Vous savez, en Ukraine, en 2013, à la fin de 2013, en novembre, 1 million de gens sont sortis dans la rue après
l'effet violence que la police permet de faire contre les étudiants qui étaient sur la place de Maïdan parce qu'ils ont manifesté, par révolution, manifesté pour signer accord intégration à l'European Union. Pourquoi 144 millions de Russes ne se lèvent pas sur la place Bolotnaya pour aller et changer le régime? Parce que c'est le... Alors, c'est très intéressant et je vous laisse débattre, justement, je vous laisse débattre sur l'état de cette opinion ukrainienne. C'est intéressant de regarder justement où en est l'opinion russe, parce que les témoignages se multiplient. Alors vous allez me dire, c'est pas la première fois, mais de démission, d'objection de confiance, de conscience, pardon. Et la question, c'est de savoir s'il faut y voir un signe que l'opinion russe est en train de douter de cette guerre qui n'est jamais nommée, de cette opération spéciale. Est-ce que, Pierre-Laurent, comment vous, de ce que vous en connaissez, comment vous voyez les choses? On l'a dit souvent, hein, l'opinion russe, depuis le début de ce conflit, ah tiens, l'opinion russe est en train de lâcher Poutine. Pour vous, c'est pas le cas? L'opinion russe ne lâche pas Poutine. Il y a effectivement des cas d'objection de conscience. Qui se multiplient. Est-ce que c'est réel? Ils se multiplient, mais on ne peut pas savoir s'ils se multiplient réellement, parce que justement, nous sommes dans la guerre de l'information et qu'il est très facile de dupliquer à l'infini une information pour donner l'impression que ça y est, c'est le renversement du jeu, que on va renverser la table et renverser Poutine. Non. On est dans la guerre de l'information. Lorsque l'on parle des atrocités qui se commettent, il y avait dernièrement un article du journal Le Monde qui expliquait que les soldats du fameux régiment Azov, avec les prisonniers de guerre russes, avaient un comportement pour le moins particulier, puisqu'ils tiraient une balle dans le genou des soldats et une balle dans la tête des officiers. Ce n'est pas exactement ce qui est prévu par la Convention de Genève non plus. Je ne dis pas que tous les Ukrainiens font ça. De la même manière qu'il est absurde de dire... Ça, c'est rien par rapport de ce que font les Russes. Oui, c'est ça. Non, mais les Ukrainiens, si vous voulez... Revenons pas à ça, mais là, on est dans la guerre de l'information. Sur l'opinion russe, Masha Kondakova disait « Je m'étonne que 140 000 personnes, ou je ne sais combien, ne viennent pas... » 144 millions de personnes, et même 145 millions, ne sont pas contre le pouvoir. Ils ne sont pas contre Vladimir Poutine. C'est tout. Manifestement. Après, je pense qu'il faut pas prendre 145 millions de personnes aussi en un bloc monolithique. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il n'est pas impossible que probablement les générations les plus jeunes, qui sont nées avec Vladimir Poutine, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, donc ça fait 22 ans. Ouais. Donc ces gens-là n'ont connu que Vladimir Poutine. Et effectivement, avec le ralentissement économique, avec la fermeture du pays vis-à-vis de l'Occident, il n'est pas impossible que les jeunesses les plus éduquées, qui sont dans les grandes villes, essentiellement Saint-Pétersbourg et Moscou, ces gens-là probablement n'aiment pas le régime de Vladimir Poutine. C'est eux qu'on a vu descendre à Bolotnaya en 2011, c'est eux qu'on a vu massivement soutenir... j'ai oublié son nom. Nemtsov. Oui, mais même plus tard. Navalny. Navalny, voilà, merci. Donc, désolé, petit trou de mémoire. Mais donc voilà, Alexei Navalny a été soutenu essentiellement par les jeunes. Par contre, effectivement, ces populations éduquées, urbaines, etc., c'est pas la majorité des gens. Et les millions de personnes qui sont dans les petites villes de province, les personnes âgées, etc., qui s'informent essentiellement par le canal télévisuel, ces gens-là, effectivement, soutiennent, même passivement, mais en tous les cas, ne vont pas descendre manifester contre Vladimir Poutine, déjà parce que c'est l'État qui paye leur retraite, et parce que, plus globalement, en fait, ils sont intoxiqués de propagande. Mais voilà, au bout de 5 mois, quel est le niveau de perception aujourd'hui? Petit à petit, l'opinion russe prend conscience qu'on est au-delà d'une opération spéciale. La population russe, y compris dans les milieux effectivement éduqués, la jeunesse dans les villes, dans les grandes villes, pas seulement Moscou et Saint-Pétersbourg, mais également Nichny, etc. Enfin, il y a effectivement une jeunesse éduquée qui voit les choses différemment et qui s'informe et qui sait s'informer. Mais elle n'est pas forcément contre. C'est ça le problème. C'est qu'il y a en Russie un très fort sentiment de forteresse assiégée.
lorsque la patrie est en danger. Lorsque la patrie est en danger, on se rassemble. C'est tout. C'est banal. Mais c'est en fait, c'est tout le sens. Mais c'est tout le sens de la propagande russe en fait dans les médias, c'est-à-dire de donner cette image perpétuelle de pour forteresse assiégée, de parler. Les Occidentaux ont bien contribué à cela. Depuis à peu près 2007, je crois que. Mais bon, bref. Et du coup, en fait, quand on parle de guerre nucléaire, de troisième guerre nucléaire, etc., à la télévision perpétuellement, en fait, c'est aussi cette volonté de donner l'impression que le monde entier en veut à la Russie et que du coup, en fait, à ce moment-là, effectivement, il y a un côté ralliement au drapeau, on va dire. Qui joue très clairement. Après, je pense pas qu'on puisse dire que les Russes, après 5 mois de guerre, aient une véritable conscience de ce qui se passe. Enfin, je pense que vous avez. Absolument, je voudrais. Je vais juste terminer et après je vous laisse la parole. Je pense qu'on a tous autour de cette table des cas comme ça où, par exemple, lors des bombardements à Kharkiv, qui est une ville où il y a énormément de gens russophones qui ont des contacts en Russie, ou même, moi je connais des gens, des réfugiés du Donbass, etc. Et en fait, lorsqu'ils appellent des gens de leur famille ou des amis en Russie pour leur expliquer qu'ils sont bombardés par les Russes, en fait, ces gens-là répondent que ce n'est pas possible parce que la Russie vient libérer l'Ukraine des bandéristes néo-nazis. Donc, du coup, il y a quand même un mythe. Oui, non, bien sûr, complètement. Mais donc, du coup, effectivement, à part peut-être les familles des soldats qui sont morts en Ukraine, et encore peut-être pas tous, je pense que la population russe ne comprend pas véritablement ce qui se passe. Et ne comprend pas notamment les difficultés que rencontre l'armée russe. Excusez-moi, juste pour vous dire, Meduse, c'est une chaîne indépendante sur Internet qui vient de se rouvrir de nouveau. Ils ont fait un sondage. 30% apparemment qui sont contre la guerre, 70% qui sont pour. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ne sont pas en conscience? Aujourd'hui, quand on a parlé qu'il n'y a pas d'Internet avec VPN, tout est possible. J'ai un mec qui est à Moscou, qui travaille dans l'agence de pub, qui a dit qu'il y a 70% de gens qui, dans l'agence de pub, ont perdu leur travail. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail aujourd'hui. L'économie s'écroule, on ne parle pas de ça. Ils ne parlent bien sûr pas de ça non plus dans les chaînes russes. Est-ce que je veux dire que aussi rétablir le moment qu'il y a beaucoup de gens qui disent on ne peut rien faire. Non, en fait, il faut faire quelque chose. Si vous voulez intégrer ou changer le monde. La plupart des Russes de moyenne classe, on les appelle une majorité silencieuse. Ça veut dire qu'ils sont conscients qu'est-ce qui se passe, mais tout d'abord, ils ne se sentent pas vraiment touchés par cette question, mais aussi, ils essayaient maintenant de survivre, ne pas toucher. Ne pas toucher, ça veut dire que je m'isole. J'élabore ma propre. On va voir quand les Ukrainiens vont gagner comment on va agir. Comment la zone de confort va se. Le régime va demander le signe de fidélité. La prochaine pas de Poutine, demander comment tu veux servir, comment tu peux servir à ce régime. Alors, ils servent, c'est ça. De ne rien dire, c'est aussi d'être commis dans le criminel. Vous savez, d'accord. De peur qui roule. Mais après, la peur, excusez-moi, il faut faire quelque chose. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il n'y a pas de mobilisation générale en Russie. C'est parce qu'effectivement, cette majorité silencieuse serait susceptible de basculer, en fait. Si jamais il y avait une mobilisation générale avec des dizaines de milliers de soldats qui partiraient au front, je pense que ça toucherait effectivement beaucoup plus les gens de façon personnelle. Et ce serait susceptible, effectivement, de provoquer un mouvement. Est-ce que vous savez pas pourquoi il couvre les crédits avec les prix d'argent d'un soldat russe qui est mort. La famille couvre leurs crédits dans le banque, par exemple, pour l'appartement, pour un réfrigérateur. C'est ça qui est horrible. Oui, mais on est sur des gens qui sont essentiellement situés dans les provinces les plus pauvres, en fait, de la Russie. Ouais. Donc c'est ces gens-là qui meurent essentiellement. Ouais. Et alors que s'il y avait une mobilisation générale pour les ambitions d'un homme. Bien. Pour les ambitions d'un homme. On pourrait en débattre très longtemps et Dieu sait que c'est intéressant. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé tout à l'heure. On a parlé de la Turquie, on a parlé de l'ONU. Ce sont les États-Unis. Et il y a des coups de fil qui comptent plus que d'autres. Celui d'Anthony Blinken à son homologue russe, Sergei Lavrov, en fait sans doute partie, puisque c'était le premier hier soir depuis le début de la guerre en février. Ce sont les Américains, c'est Anthony Blinken qui l'a évoqué, qui parle d'une conversation franche,
ça se double d'un gros avertissement américain. Jamais le monde ne reconnaîtra l'annexion des territoires ukrainiens, ça c'est dit. Et donc un ton très ferme. Si les Russes avaient des doutes, je ne suis pas sûre qu'ils en avaient, mais ils sont fixés. Pierre-Laurent, et on va être en ligne dans une seconde avec Anne Kratz. Il fait peur aux Russes, Anthony Blinken, quand il a ce ton? Je pense qu'il fait aussi autant peur que Scary Movie. Que Scary Movie. C'est-à-dire, bon, là, c'est un épouvantail. Vous savez, à l'époque soviétique, les États-Unis n'ont pas reconnu l'annexion par les Soviétiques des 3 États baltes. Dans toutes les cartes américaines, l'Union soviétique était représentée dans son intégralité, mais les 3 États baltes étaient assurés et il y avait une mention: le gouvernement des États-Unis ne reconnaît pas l'appartenance des 3 pays à l'Union soviétique. Et ça a duré depuis la fin de la guerre, c'est-à-dire depuis 1945, jusque l'effondrement de l'Union soviétique 1991. Je crois que le précédent est suffisamment net pour Lavrov et pour le Kremlin. C'est-à-dire que dans les cartes futures américaines, il y aura une partie des territoires qui auront été annexés qui sera assurée avec la mention « les États-Unis ne reconnaissent pas ». D'autres pays reconnaîtront à force et puis la vie continuera comme avant parce que c'est la gestion habituelle du droit international et des relations internationales. On va poser la même question à Anne Kratz, qui est docteur en histoire, spécialiste des questions américaines à l'Institut Open Diplomacy, qui doit être en ligne avec nous. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Quand Anthony Blinken dit avoir une discussion franche avec Lavrov, à qui fait-il peur? Écoutez, la discussion avec Lavrov a peut-être été franche, mais elle a dû être assez difficile pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que le Sénat américain, mercredi dernier, a passé une résolution à l'unanimité, jusqu'ici non contraignante, mais enfin qui voudrait désigner la Russie comme acteur terroriste. Donc ça n'a pas dû faire plaisir à M. Lavrov. Et bien que M. Blinken s'y soit opposé, il a dit que c'était inopportun et que ce ne serait pas le moment de faire cela, il y a un groupe de démocrates qui veut transférer cette idée au Congrès et donc la rendre à ce moment-là contraignante si les représentants de la Chambre américaine l'approuvent. Alors ça, c'est encore une espèce de pierre dans les souliers de M. Blinken pour ses relations avec M. Lavrov. Et donc ça n'arrange pas les choses. D'autre part, il semblerait que M. Lavrov et les Russes aient dit qu'ils ne voulaient plus de cet échange de prisonniers, ou du moins qu'ils ne le voulaient plus comme ils avaient commencé à en discuter, c'est-à-dire échanger le marchand d'armes contre la joueuse de basket et l'autre américain qu'ils retiennent actuellement en prison. Il voudrait maintenant que soit libéré un prisonnier qui est en fait dans les prisons allemandes. Donc ça complique forcément la chose énormément au niveau de la loi. Il est difficile pour les Américains de demander aux Allemands d'échanger un prisonnier donc dans une prison allemande contre des ressortissants américains. On va rappeler juste le Brittany Griner, la basketteuse, et c'est Paul Whelan, l'ancien marine donc, qui est retenu en Russie. Et l'idée, effectivement, depuis un certain temps, était d'obtenir cet échange avec un prisonnier russe aux États-Unis. Ça c'est enterré, parce qu'effectivement, c'est une des raisons de cette discussion franche. Oui, absolument. C'est ça. Les Américains sont très désireux, bien entendu, on les comprend, de récupérer leurs 2 citoyens.
Mais les Russes, comme je dirais à leur habitude, jouent comme un chat avec une souris. D'abord ils disent oui, puis après ils disent non, puis après ils mettent d'autres conditions, ils bougent les limites sans arrêt, en avant ou en arrière. Donc pour le moment, moi en tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner. Je crois qu'on n'est pas arrivé à une conclusion définitive sur ce sujet. Je vous demandais à qui fait-il peur de façon un peu triviale, mais c'était une façon de vous interroger sur le rôle des États-Unis dans cette affaire. Et pardon d'avoir le sentiment que les États-Unis n'ont pas une place très claire dans la gestion et dans l'encadrement de ce conflit. Je me trompe ? Je crois que vous avez raison. Je ne sais pas, je suis moi-même un peu perplexe. Je ne sais pas très bien pourquoi les Américains semblent toujours en ce moment se mettre, pardon, excusez-moi, dans des positions qui sont peut-être un peu plus difficiles qu'elles ne pourraient l'être vis-à-vis des Russes. Si Blinken et Biden n'étaient pas absolument sûrs de la réponse de M. Lavrov au sujet de la libération de leurs citoyens américains, ils n'auraient sans doute pas dû l'annoncer avant, si vous voulez. Si je comprends bien ce que vous me demandez. Oui, c'est ce que je vous demande, Pierre-Laurent. Oui, en fait, le problème vient que lorsqu'il a été question de l'échange, les Russes ont dit qu'il était déséquilibré, mais qu'ils étaient prêts à en parler. Déséquilibré, un citoyen russe contre 2 Américains. Donc il fallait au moins 2 Russes. Où trouver le deuxième Russe? Effectivement, en Allemagne. Et c'est là que ça a capoté, puisque visiblement, les Américains ne veulent pas pousser leurs alliés allemands à des choses que la loi allemande ne permet de toute manière pas. Ou c'est une autre méthode de encore échouer les négociations, des propositions non, là, de faire... Il faut éclairer ce qui est deuxième personne. Oui, je pense que c'est important de dire. Ouais. C'est M. Krasikov qui est condamné pour meurtrier en Berlin, pour meurtrier en Tchétchène, qui est opposant de Kadyrov. Donc, par exemple, il ne faut pas oublier. Effectivement, oui, effectivement, je pense que c'est très important de le dire, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui, ce russe qui est en Allemagne, c'est un tueur de l'État russe. Et donc, il veut libérer, Poutine, Lavrov négocier pour libérer un tueur, un assassin. OK. Juste pour comprendre. C'est très important, excusez-moi, de rappeler, parce que quand j'ai lu dans les nouvelles russes, dans les journaux russes, ils ont parlé d'échanges entre les prisonniers. Ils n'ont jamais parlé que M. Blinken a dit que l'État russe, c'est l'État terroriste. Ils n'ont jamais parlé de ça. Il n'a pas dit ça, Blinken. Au contraire, il dit le contraire, parce que c'est le Sénat qui veut imposer la dénomination d'État soutenant le terrorisme à la Russie. Et le gouvernement américain s'y oppose, l'administration américaine, parce que cela créerait des problèmes considérables du point de vue commercial et économique. Donc voilà, mais on est toujours avec les États-Unis dans les bons sentiments, dans l'économie, etc. Et là, pour le coup, c'était une occasion, même un prétexte, pour Blinken et Lavrov de parler pour la première fois. C'est-à-dire non seulement de parler de cela, même s'ils savaient d'avance que ça allait être négatif, mais également d'ouvrir des pistes pour autre chose. Autre chose, on ne sait pas quoi. Mais en tout cas, des pistes ont vraisemblablement été ouvertes. Plus globalement, Anne Kratz, quelle peut être maintenant la place des États-Unis dans la recherche d'une solution à ce conflit russo-ukrainien? Grave et importante question. La place des États-Unis est à la fois absolument en première ligne et en même temps, elle est très difficile. Les États-Unis, comme le reste du monde occidental d'ailleurs, se sont mis dans une position qui est très difficile à maintenir. Ils se sont mis le dos au mur. Et ce dernier, je ne sais pas si je veux l'appeler un fiasco, mais c'est quand même un échec de la part de Blinken
avec ce coup de fil à Lavrov. Et ce qui est aussi paradoxal peut-être, c'est que c'est surtout un groupe de démocrates, donc les membres du même parti que Blinken et Biden, qui maintenant veulent transposer cette résolution unanime du Sénat américain, mais non contraignante, qui veulent la transformer en une loi qui serait contraignante. Alors ça poserait d'énormes problèmes pour le monde, pour la Russie bien sûr, mais bon, ça c'est un peu le prix à payer pour ses activités agressives, mais pour le monde entier, parce que toute entité qui aurait des relations avec la Russie pourrait être sanctionnée à cause de cette loi si elle est passée par le Congrès. Alors, je sais que Biden et Blinken surtout s'efforcent de convaincre leurs amis démocrates et certains de leurs amis républicains de ne pas en arriver jusque-là, parce que ça ne pourrait que compliquer énormément la situation qui est déjà extrêmement difficile à gérer. Et on est quand même stupéfait de voir ce qui se passe en ce moment, et on se demande comment tout cela va pouvoir être géré par un président américain qui, en plus, malheureusement, ne caracole pas dans les sondages. Alors, c'est vrai que les tensions là, qui ressurgissent très, très, très fort ces derniers jours entre la Chine et les États-Unis concernant Taïwan, puisque c'est de ça que vous parlez, viennent assez naturellement en fait dans ce débat finalement, parce que c'est une question que je vous poserai à tous, mais à vous aussi, Anne Kratz. Comment dire, est-ce que les Chinois ont une leçon à tirer de ce que fait Vladimir Poutine en Ukraine actuellement, et je vous dis ça également avec vous, en tout cas vous concernant, l'œil des Américains, bien sûr. Évidemment, les Chinois observent cela de très près et ils auront certainement pas mal de leçons à tirer. Une des leçons dont on parle peut-être pas assez, c'est qu'ils auront compris une chose, c'est que quand les Russes sont arrivés en Ukraine et ils pensaient qu'on les accueillerait à bras ouverts, étant donné les liens historiques très forts entre les Ukrainiens et les Russes, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors ils pourraient déjà avoir appris cette première leçon. S'ils devaient débarquer à Taïwan, ils ne seraient peut-être pas accueillis à bras ouverts par les Taïwanais, parce que, entre autres, il n'y a plus guère que 30% des Taïwanais qui se réclament intellectuellement ou physiquement par des relations de parenté avec les anciens du Kuomintang, c'est-à-dire les Chinois qui ont dû quitter la Chine lorsque Chiang Kai-shek a perdu contre Mao Tse-tung. Bien sûr, l'influence du Kuomintang, c'est-à-dire de ceux qui, paradoxalement d'ailleurs, se croient en quelque sorte les vrais Chinois, reste assez importante à Taïwan, mais la jeune population taïwanaise n'a pas grand-chose à faire de la Chine ancienne, dont se réclament les gens du Kuomintang. Et puis, un autre petit élément qui ferait qu'il n'y a aucune raison pour que les Taïwanais accueillent les Chinois à bras ouverts, c'est qu'une grande partie de la population a également des origines ethniques japonaises, parce que l'île, pendant des siècles, a été habitée par de nombreux Japonais. Évidemment, elle avait été annexée par les Japonais aussi pendant la guerre, donc ils y avaient installé beaucoup de Japonais, ils ont fait souche, et donc toute cette histoire de Taïwan est quelque chose de un tout petit peu semblable à l'Ukraine à ce niveau-là, au niveau des connexions et des relations historiques et ethniques. En même temps, c'est très différent parce que Taïwan est bien sûr un pays qui est devenu entièrement démocratique. Il ne l'était pas tout de suite, mais il l'est devenu. Et il obéit à la loi du marché, etc. Bon. On va rappeler aux gens qui nous regardent que ce qui occasionne ce nouveau pic de tension, qui est une visite annoncée qui pour l'instant n'a pas l'air de se confirmer, de Nancy Pelosi à Taïwan, suite à quoi Xi Jinping a lancé un avertissement assez clair et qu'on redoutait une possible intervention chinoise à Taïwan. Il se confirme, les Chinois confirment là, les informations qu'on avait ce matin sur un exercice militaire. Donc voilà, on en est là. Le lien, vous le faites. Même question, qu'est-ce que le camarade Xi peut tirer d'enseignement du camarade Poutine? Pardon, si je peux me permettre une autre remarque sur Nancy Pelosi. Très brièvement, parce que on va devoir rendre l'antenne. Oui, encore une fois, c'est un voyage qui était très inopportun.
Et même Biden et ses conseillers ont essayé de l'en dissuader. Maintenant, personne ne sait si elle va vraiment s'arrêter à Taïwan maintenant. Elle est partie déjà, mais elle ne va peut-être pas s'arrêter là-bas. Non, je crois que l'équivalence, ce n'est pas réellement l'Ukraine, Taïwan. L'équivalence, c'est Hong Kong, Taïwan. Les difficultés que la Chine rencontre à Hong Kong, à Taïwan, ce sera puissance 10. Et ça, les Chinois en sont conscients. C'est-à-dire que là, ce qu'ils veulent, c'est préserver le statu quo. Mais les textes internationaux disent que Taïwan est une province chinoise. Donc, ils ne peuvent pas, diplomatiquement, se permettre de laisser venir à Taïwan des gens qui, visiblement, ont la velléité de faire que Taïwan se reproclame indépendante. Taïwan est un peu indépendante de fait, mais du coup, même complètement. Ah, de fait, oui, de fait, sûr, complètement. Mais pas de juré. Après, oui. Après, pour le coup, je pense qu'effectivement, il y a quand même un parallèle à faire entre l'Ukraine et Taïwan, dans le sens où, effectivement, dans les deux cas, on est face à un pays non démocratique et qui, en fait, est prêt à reprendre par la force ce qu'il estime qui lui appartient. Donc effectivement, les Russes ont envahi l'Ukraine depuis 2014, mais ils ont mis un peu l'accélérateur là, en gros, depuis le mois de février. Et donc en fait, finalement, ce que regardent les Chinois, de leur point de vue, c'est quelle est la réaction de l'Occident en fait. Et si jamais ils se lançaient sur une offensive à Taïwan, comment réagiraient les Américains notamment? Merci beaucoup à tous les quatre, c'était passionnant de vous écouter. L'information continue évidemment, on va encore parler d'Ukraine avec Jean-Mathieu Pernin. C'est en toute franchise dans un instant sur LCI. Très belle soirée.